Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. 5 pays ouest-africains se concertent à Ouagadougou en vue d'élaborer des plans et des projets énergétiques. Ils évoquent surtout les défis liés à l'accès à la finance climat et à la promotion du développement à partir d'énergie propre. Donald Trump célèbre une victoire en matière de lutte contre l'immigration. Son fameux décret Travel Bank a été validé par la Cour suprême. Il interdit notamment l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 6 pays dont la Libye et la Somalie. La réflexion se poursuit autour de la planification énergétique. Plusieurs pays ouest-africains se retrouvent à Ouagadougou pour échanger sur l'élaboration de plans et la mise en œuvre de projets énergétiques. C'est aussi l'occasion pour les participants de discuter des opportunités en matière d'énergie renouvelable. Le souci est de répondre aux besoins énergétiques des populations de la région. Issa Kafando, Vincent Kendrebego. Ils sont des spécialistes des questions d'environnement et d'énergie renouvelable réunis pour un atelier régional de formation. Une formation sur la planification énergétique et la mise en œuvre des contributions nationales déterminées dans le secteur de l'énergie. Il s'agit en effet pour les participants venus de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, du Sénégal et du Burkina Faso de renforcer leurs capacités en matière d'élaboration de plans et d'apprendre à mieux tirer profit des opportunités qui se présentent en matière d'énergie renouvelable. Avec ces 5 pays, nous passons en revue un ensemble de défis liés à comment pouvoir accélérer l'accès à la finance climat pour ces pays en vue de mettre en œuvre les investissements nécessaires, les mobiliser, mais aussi mettre en œuvre par rapport aux engagements nationaux et internationaux. Cela veut dire simplement qu'aujourd'hui, nous devons faire face à un certain nombre de conditions. Et en particulier en ce qui nous concerne aujourd'hui, comment promouvoir donc un développement basé sur la promotion d'une énergie, l'utilisation d'une énergie propre. Plusieurs organisations internationales sont impliquées dans cet atelier, notamment l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, l'Institut mondial pour la croissance verte et le Fonds vert. Les travaux ouverts ce mardi devront durer 3 jours. Une formation sur l'élaboration d'une cartographie des risques se tient à Ouagadougou. Ceux concernés par cette formation sont les responsables du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Cette cartographie des risques se présente comme un outil de contrôle permettant de recenser, d'évaluer et de maîtriser les risques pouvant compromettre la performance dans l'exécution des activités. C'est une démarche initiée par l'Inspection générale des finances. Vincent Tiendrebeo. Des acteurs du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques se forment en matière d'élaboration de la cartographie des risques. Il s'agit pour ce département de doter à ses agents d'outils qui leur permettraient d'effectuer des contrôles internes et d'évaluer les risques afin d'assurer une bonne performance dans l'exécution des activités. L'intérêt d'élaborer une cartographie des risques, c'est anticiper les choses. Anticiper, c'est dire que si nous connaissons quels sont les risques que nous avons en s'engageant dans une activité, en s'engageant dans la mise en œuvre d'une programmation ou d'une planification, on sait déjà comment planifier ces risques pour les minimiser et avoir le maximum de résultats. Cette réalisation de la cartographie des risques va concerner 3 structures du ministère, à savoir 2 directions générales et une direction régionale. L'initiative est appuyée par la Banque mondiale à travers le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. Le Burkina et le Japon se concèdent pour faire face à la crise alimentaire qui secoue la région. Il s'agit de revoir l'accord signé en 2016 sur le don en riz du pays du soleil levant. Les 5000 tonnes devaient être vendues et l'argent réinvesti dans des projets. Mais avec la crise alimentaire, le pays des hommes intègres voudrait revoir cet accord afin qu'une partie soit gratuitement livrée aux populations déshéritées. Yakuba Gamene, Zalissa Sanfo. Les membres du comité consultatif de l'aide alimentaire japonaise en riz se concèdent pour redéfinir les grands axes de gestion de cette aide dans un contexte de déficit céréalier. Plus de 5000 tonnes de riz du Japon octroyées sous forme d'aide sont disponibles dans les magasins de la Sonagest de Koudougou et de Ouagadougou.
Et conformément au terme de l'accord de Sedan il y a 2 ans, ce riz doit être vendu à prix social et l'argent utilisé pour des projets de développement. Mais la situation de déficit alimentaire commande de revoir les termes de cet accord. Ici, les membres du comité de pilotage s'y attellent. En principe, tout cela est déjà consigné dans l'accord de don. Mais nous allons voir en fonction justement de la situation actuelle s'il y a une possibilité effectivement de réorganiser un peu cette répartition. Je crois que l'ensemble des participants, c'est effectivement un certain nombre de départements ministériels, la partie japonaise et le ministère des Finances en particulier, nous permettront d'en juger. Je crois que ce comité est souverain et pourra prendre les décisions appropriées pour faire face vraiment à la situation. Cette rencontre va aussi permettre à la partie burkinabé de présenter sa situation alimentaire à son partenaire, le Japon, et d'évaluer aussi l'apport du riz du Japon dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Faso. La saison agricole s'installe et les producteurs sont dans les champs. Le coton qui mobilise de nombreux agriculteurs au Burkina ne semble plus faire recette dans les communes de Kourouma et Ndorola dans le Kénédougou. De nombreux cotonculteurs ont préféré cette année les céréales au coton. La principale raison, le mauvais rendement du coton l'année dernière. Et pour décourager d'éventuels producteurs de coton, des sacrifices ont été faits, comme pour dire la détermination de ces communes. Drissa Traoré, Amadou Lougué, enquête sur place. Ici, les garants de la tradition de Ndorola, et là, ceux de Kourouma. Ce sont eux qui ont accompli le rite sacrificiel du poulet sur l'autel des ancêtres. Ces sacrifices, les anciens l'auraient fait sur la demande insistante des jeunes remontés contre la production de coton. C'est vrai, nous avons fait des sacrifices, mais l'idée même est venue des jeunes. Ce sont eux qui nous ont fait la proposition et nous avons donné des réponses à leurs sollicitations. Nous avons fait des sacrifices. Ce sont des poulets que nous avons égorgés. Offrir des poulets aux ancêtres et amener tout le monde à respecter la décision. Sur le terrain, les effets sont palpables. L'abandon de la culture de l'or blanc est bien réel. De Faro à Ndorola, en passant par Dingasso jusqu'à Kourouma, vous n'apercevrez aucun champ de coton aux abords de l'axe principal. Partout, les céréales ont remplacé le coton. J'ai semé ici du maïs l'an passé. Et cette année encore, c'est du maïs que j'ai semé. Parce qu'il y a des problèmes, sinon je devrais plutôt semer du coton. Nous avons décidé de ne pas cultiver le coton cette année. Mais si un accord est trouvé avec la Sofitex, nous allons produire encore l'année prochaine. Même des autorités n'ont pas osé braver l'interdit sous peine de s'exposer à la colère des ancêtres. Le maire de Kourouma prépare activement son champ. Il a l'habitude de faire chaque année une vingtaine d'hectares de coton, mais cette année, c'est tout sauf le coton. Là où nous sommes, c'était prévu pour faire du coton. Donc c'est 20 hectares qui étaient prévus pour faire le coton. Voilà, mais bon, pour le moment, avec les sacrifices qu'on vient de faire, là, en tout cas, c'est difficile pour moi de produire le coton. Donc ça serait, en tout cas, on va produire d'autres variétés ici, d'autres spéculations comme Sosa, Ignébé, ou Mukuna comme ça là. Et vous êtes quand même un intellectuel, vous avez peur des sacrifices? Bon, comme nous sommes tous des Africains, je crois que quand on parle de sacrifices sur les ancêtres, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Pas non plus facile pour la Sofitex. La plus grande société cotonnière du Burkina Faso est-elle vraiment en passe de perdre le contrôle de ses producteurs de Ndorola et de Kourouma? Pas si sûr. Certains producteurs ici ont quand même pris le risque de cultiver le coton. Parmi eux, c'est deux que nous avons rencontrés non loin de la frontière avec le Mali. Ils ont osé certes, mais avec la peur au ventre. Dans notre village, il n'y a pas eu de sacrifice. Donc il y a eu des commandes d'engrais. Mais il y a des menaces sérieuses. Et c'est pourquoi les gens ont peur de cultiver le coton. Chaque année, je produisais 30 hectares de coton. Mais j'ai ferai seulement 15 cette année. Parce qu'il y a trop de remue-ménage autour du coton.
Pourquoi cette partie du Burkina, pourtant réputée dans la production de l'or blanc, décide-t-elle cette année de tourner le dos à l'argent du coton? À entendre les producteurs, ils sont criblés de dettes. La production cotonnière, la saison écoulée, n'a pas du tout été satisfaisante. Certains GPC n'ont pas pu rembourser leur crédit. Ils sont 33 en tout et doivent plus de 69 millions de francs CFA à la Sofitex. Sans oublier les crédits internes des GPC qui s'élèvent aussi à plus de 271 millions de francs CFA. Selon moi, la subvention de l'État devait revenir intégralement aux producteurs parce que nous avons été confrontés à d'énormes difficultés, la pluie, les chenilles et bien d'autres. Pour l'instant, la Sofitex n'a pas souhaité intervenir sur cette question assez sensible. Elle préfère se consacrer aux différentes médiations déjà engagées. Mais le temps presse et chaque jour qui passe réduit la chance de sauver l'avenir du coton dans les communes de Ndorola et de Kourouma. Voilà, la journée de l'enfant africain est célébrée chaque 16 juin en hommage aux enfants de Soweto en Afrique du Sud, massacrés en 1976. La 28e journée africaine a été célébrée par la direction régionale de la femme du Centre-Nord à travers une rencontre entre les acteurs de la protection des droits humains. Elle a permis de faire la situation en matière de droits de l'enfant dans le Centre-Nord pour répartir du bon pied. Reportage Jean-Eudes Bayala, Kadisanogo. Les enfants venus des 4 coins de la région du Centre-Nord étaient mobilisés à Kaya pour la célébration de la journée de l'enfant africain. Une opportunité pour les acteurs de la protection des droits de l'enfant de faire le point sur la situation des droits de l'enfant dans la région. En dépit des efforts consentis, beaucoup d'enfants souffrent toujours du manque de protection. En 2016, la direction régionale du ministère de la Femme a enregistré 297 cas d'enfants victimes de maltraitance, 256 cas d'enfants en situation de rue et 385 cas de mariage d'enfants en 3 ans. Beaucoup d'enfants ont compris le message à propos du 16 juin et à Soweto. Et quand les enfants revendiquaient leurs droits. En tant que président du Parlement régional des enfants, je compte faire que ces droits soient respectés au Burkina Faso et aussi dans la région du Centre-Nord, pour que beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas l'information puissent la connaître et la respectent normalement. Cette 28e journée de l'enfant africain célébrée à Kaya a été parrainée par l'ONG Plan International. L'appel que nous avons pour tous les enfants est que les enfants eux-mêmes puissent s'engager de façon active dans le processus de développement afin qu'effectivement ils puissent contribuer de telle sorte qu'aucun enfant, une fille comme garçon, ne soit exclu dans toutes les activités, dans tous les projets de développement. À l'occasion, l'ONG Plan International a remis du matériel de travail d'une valeur de 7 millions de francs CFA à des orphelins et enfants vulnérables de la région du Centre-Nord. La collecte de sang est un sacerdoce que remplit avec abnégation depuis plusieurs années l'association SOS Sang. Cette mission n'est pas sans difficulté au regard du manque de ressources financières ces dernières semaines. SOS Sang a organisé une conférence de presse pour demander le soutien de partenaires en cette période où les principaux donateurs sont des élèves et où sévit également le paludisme. Jean-Eudes Bayala, Sanoa, Christine Koulibaly. C'est une conférence de presse pour lancer un cri de cœur, une interpellation au don de sang en cette période où la demande passe du simple au double, mais aussi un plaidoyer à soutenir SOS Sang. Une association qui vient en appui au centre de transfusion sanguine dans ses missions de disponibilisation du sang et qui peine aujourd'hui à faire face à ses charges. Depuis quelques mois, l'association d'utilité publique SOS Sang est confrontée à un manque de ressources financières pour mener à bien ses missions, notamment la promotion et l'organisation des collectes de sang. Parmi les partenaires traditionnels,
qui nous accompagnaient, il n'en reste que 1 ou 2. Néanmoins, face à la forte demande et à la catégorie des personnes exposées au manque de sang, pas question pour Jean Bosco Zoundi et ses camarades de rester les bras croisés. Depuis octobre, nous n'avons pas 5 francs. C'est vérifiable. Hein? J'ai mis ma propre voiture en location. Ça me donne 30 000 francs par jour. Et on vient malheureusement de m'annoncer que le contrat prend fin aujourd'hui. C'est avec ça que nous, on arrivait à payer les salaires de ceux qui sont là, à organiser les collectes de sang, au moins faire fonctionner SOS dans les différentes structures. À bout de souffle donc, SOS Sang en appelle à la conscience collective, car le sang ne se fabrique ni se vend en pharmacie. Seul le don peut sauver des vies. Le décret anti-immigration de Donald Trump, Travel Ban, a été validé par la Cour suprême des États-Unis. Ainsi, les ressortissants de 6 pays, dont 2 Africains, sont interdits d'entrer dans le pays. Le président américain s'est empressé de se féliciter de cette victoire, même si d'autres aspects de sa politique anti-immigration sont dénoncés par des juges, notamment la séparation des familles des migrants. Au terme d'un long bras de fer judiciaire, la Cour suprême des États-Unis a finalement validé mardi le décret anti-migrant de Donald Trump. Une nouvelle victoire politique et définitive pour le président américain. Au nom de la sécurité nationale, le décret interdit l'accès au territoire américain à plus de 150 millions de personnes, issues principalement de pays musulmans. Sur Twitter, Donald Trump s'est contenté d'un seul mot pour savourer la décision des juges. « Waouh !» a-t-il écrit. L'adoption de ce décret avait suscité de nombreuses manifestations dans le pays, au point que l'administration avait dû remanier le décret à 2 reprises. Bloqué par plusieurs tribunaux, le texte avait fini par être renvoyé devant la Cour suprême américaine, où les 5 juges conservateurs ont donc imposé leur point de vue. La Cour suprême a estimé que le décret avait été suffisamment motivé. Le texte interdit l'accès de façon permanente au territoire américain aux ressortissants de 3 pays en guerre, dont le Yémen, la Syrie et la Libye. Les citoyens somaliens et nord-coréens sont également concernés, sans oublier les Iraniens. Les migrants sont décidément au devant de l'actualité. Les passagers du bateau Lifeline vont pouvoir enfin trouver la terre ferme. Les autorités maltaises ont donné leur accord pour que le bateau accoste ce soir. Le navire qui transporte 233 migrants cherchait en vain depuis quelques jours un port pour débarquer ces naufragés. La fin du calvaire pour les 233 migrants recueillis à bord du Lifeline, ce navire affrété par une ONG allemande. Après plusieurs jours d'errance au large de la Sicile, le bateau sera finalement pris en charge à Malte et 6 pays européens sont convenus de se répartir ses occupants. Il s'agit notamment de Malte, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de la France. Nous avons depuis plusieurs jours travaillé à une solution de coopération européenne avec plusieurs États membres. Et je veux ici saluer l'esprit de responsabilité du Premier ministre maltais, Joseph Muscat. Il a, avec quelques autres dont la France ferait partie, organisé une solidarité. Donc je peux ici vous confirmer que la France fera partie des quelques États membres qui prendront des personnes qui se trouvent aujourd'hui sur le Lifeline lorsqu'ils arriveront dans un port européen. Et l'OFPRA est d'ailleurs déjà en route vers Malte pour pouvoir procéder à cette mission. La situation s'est également débloquée pour les 108 migrants recueillis à bord du Maersk, un porte-conteneur danois. Tous les rescapés ont pu débarquer lundi soir à Pozzallo, en Sicile, avec cette fois l'aval des autorités italiennes, non sans quelques hésitations. On l'a fait parce que nous avons bon cœur, contrairement à Macron. Mais les ONG battant pavillon étranger avec des investisseurs étrangers ne s'amarreront plus dans les ports italiens. Ce dénouement temporaire semble marquer un tournant. Mardi, le président français a également accusé les ONG de faire parfois le jeu des passeurs. On ne peut pas accepter durablement cette situation, a déclaré Emmanuel Macron.
Pas de revue de presse ce midi pour des raisons indépendantes, notre volonté. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.